Excusez-moi, les propriétaires, est-ce qu'ils sont là? Ils n'ont pas encore aménagé, non, ils sont à White pour une 8aine de jours pendant qu'on se casse le cul pour eux. Et le contremaître, alors? Merci. Que tout le monde s'arrête, monsieur, arrêtez, merci. Arrêtez tout, faites plus rien, s'il vous plaît. Je suis Axel Follet, commission d'urbanisme de Beverly Hills. Arrêtez tout, je vous en prie, stoppez les machines. Je voudrais voir le contremaître. S'il vous plaît, stop. Vous, posez ça par terre, posez ça par terre. Posez ce saut par terre. Maintenant, dites-moi, où est le contremaître? Je veux voir le contremaître, s'il vous plaît. C'est moi. C'est vous le contremaître? Oui. Bon, je veux voir les plans, s'il vous plaît. Faites-les voir, parce que je crois que vous avez fait un merdier. Pas possible ici. Où sont les plans, s'il vous plaît? Stop. Bon Dieu, je suis Axel Follet, commission d'urbanisme. Comment? On vous a pas annoncé ma visite? Non. Ils ont rien dit? Non. Apportez ces comptes plans. Trouve-moi les plans. Stop. Hé, s'il vous Kovac, plaît. apporte les plans. Stop. Posez tout, donnez-moi voilà. ces plans. Oh, minute, une seconde, mais ils sont faux. Quoi? Ils sont faux. Comment ça? C'est les anciens plans, c'est les vieux plans. Les vieux? Oui, c'est les vieux plans, ça. Faut déconner. Vous n'étiez pas venu au meeting? Non. Avec les Anderson avant qu'ils ne partent à Hawaï? Non. Cette réunion, vous n'étiez pas présent? Non. Eh bien, c'est là qu'ils ont changé les plans, les Anderson avant de partir pour Hawaï. Ils ont changé les plans. Les plans étaient bousculés. Ils veulent plus qu'il y ait d'angle droit dans cette baraque. Vous, stoppez tout. Stoppez tout. Vous avez tout saboté, cette baraque ressemble plus à rien. Il faut tout changer. Sans Il angle faut droit, tout la changer. villa va être ronde comme une couille. Eh ben quoi, vous êtes critique d'art? S'ils veulent Non, vivre mais- dans une couille, laissez-les vivre dans leur couille. C'est des mecs pleins aux as, ça leur monte à la tête. ouais, ça, S'ils ouais. veulent une maison ronde, laissez-les leur, c'est leur pognon. Moi, je dingue. m'en conne. Eh les gars, stop. Écoutez, merde. Je vais essayer d'arranger le foutoir. Je vais parler à mes supérieurs, qui vont parler à leurs supérieurs, qui parleront à d'autres supérieurs, et comme ça va s'arranger sans problème, ok? Ah ouais, j'ai Mais fait d'ici ce qu'on là, m'a dit, moi, Vous c'est avez tout. fait ce qu'il fallait. Mais le mec qui a fait ça, c'est un sale con, On est hein. plein le Alors cul. stop. On travaille plus, tout le monde descend. C'est comme à Noël. Vous avez congé une bonne semaine, payé bien sûr. Je m'occupe de tout, laissez-moi faire. Je crois d'ailleurs que toute l'équipe mérite qu'on l'applaudisse. Vous avez fait un travail formidable. À part que la maison était carrée au lieu d'être ronde, mais ça fait rien. Je suis très content. Rentrez chez vous, mettre chaud. Maintenant, congé spécial pour toute la semaine. Et dites à vos nénettes que ce soir, il y a de la bière à table. Ouais, merci, hein. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 12, épisode 10. Ce soir, on est funky, révolté, on tchatche et on se détend dans la violence. On reste cool et ce soir, c'est la boum dans le living room. Les parents sont partis, il faut qu'on téléphone, wap wap dou wap et surtout, on va faire gaffe de n'oublier personne. Alors chante, dansez et mettez vos baskets, chouette, c'est sympa, tu verras. Bien surtout, n'oubliez pas, vas-y, ramène-toi et tout le monde au Golden Gate Café. Que la musique réveille tout le funk qui est en nous. Thibaut, Erwan et Carla, vous inquiétez pas, on sera tous là. Ok. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma quel est mieux que les autres. Et donc effectivement, ce soir nous serons funky et révoltés car nous parlerons du nouveau long métrage de Craig Brewer diffusé par Netflix, Dolomite Is My Name, qui signe le gigantesque retour du merveilleux Eddie Murphy. Et après ça, dans un tout autre genre, nous parlerons d'un film un peu moins funky, donc Adults in the Room, nouveau long métrage du vénérable Costa Gavras. Et donc pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. Il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a maîtresse Carla. Bonsoir Carla. Bonsoir. À la mise en son de cette émission, il y a bien évidemment Gal. Bonsoir Gal. Bonsoir. Et nous avons une spectatrice qui pour le moment reste silencieuse, mais qui peut dire bonjour hein, d'ailleurs. Oui, bonjour. C'est donc Justine qui sera notre nouvelle intérimaire dans cette émission pour pallier notamment à l'absence prochaine
probablement pour quelques émissions, de Carrément Fleuret, car nous pouvons le dire, mon cher Thibaut, vous attendez un événement que nous espérons heureux dans les semaines à venir, n'est-ce pas mon cher? Ça va, t'as pas trop pris quand même, je trouve. Non, ça va. Ça Ça se daronise, tout ça. Il passe son temps à dormir, alors évidemment, il n'y a pas trop pris. La vie, c'est ça en fait, dormir et mater des films. Voilà, profites-en parce que bientôt tu ne pourras faire ni l'un ni l'autre. C'est pas faux. Donc voilà, mais bon, bref, nous aurons le temps de reparler de ce joyeux événement qui arrive, mon cher Thibaut. Donc avant de passer... 1, 2, 3. Avant de passer à la section critique de cette émission, les agendas ce soir à Cinémaniacs à 20h15, 20h30, c'est le film que j'avais annoncé la semaine dernière car je m'étais gouré de semaine. Et donc c'est toujours Grizzly Man, toujours Grizzly Man de Werner Herzog, donc qui passe ce soir au Diapason. C'est toujours si bien. Et c'est toujours, depuis la semaine dernière, ça n'a pas bougé. Non, c'était quoi la semaine dernière du coup? C'était Deep End de Jerzy Skolimowski. Ah oui, d'accord, ok. Moins fun, hein. Ouais, mais bien aussi. Mais aussi austère. Mais bien aussi. Voilà. Donc de Werner Herzog. Est-ce qu'on peut dire que Grizzly Man est fun? Il y a des côtés sympathiques. D'ailleurs, si vous êtes fan de Werner Herzog, comme tous les gens normalement constitués sur cette planète, vous aurez le grand plaisir, je ne sais pas, mais en tout cas, vous pourrez le retrouver dès à présent dans la nouvelle série de Disney+, The Mandalorian, Star Wars, machin, où donc Werner Herzog, qui n'est plus à sa près, joue le méchant. Mais il est génial en méchant. Mais oui, dans Jack Reacher, par exemple. Jack Reacher, moi je l'avais trouvé super cool en méchant. Il a la voix surtout, parce que bon, il est allemand. Écoute, je vais peut-être regarder la série juste pour Werner. juste pour regarder comment Werner se débrouille dans l'univers Star Wars. C'est improbable déjà. Je pense qu'il est assis sur une table et puis qu'il balance des trucs, genre I'm the bad guy. Bah oui, merci, t'es Herzog. T'as l'air méchant. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Donc bref, sinon demain au Ciné Tambour, soirée Post Tenebras Lux avec à 18h des écrans variables, donc plein de trucs expérimentuches, des trucs comme ça. Donc je connais pas le programme, mais bon bref, c'est les écrans variables. Et à 20h30, donc c'est Barbarian Sound Studio, le film anglais de 2012 de Peter Strickland, que je n'ai point vu. Oui, qui est un film vachement bien. Voilà. Le Dr. Leak, c'est vachement bien. Bon film sur le son. Sinon, jeudi prochain, donc au Marquis de Sade, chez les copains du Marquis de Sade, les copains aussi de l'association 97 mm auront le plaisir de vous proposer le Blob. Chuck Russell, excellente série. Voilà, version Chuck Russell, pas version des 50. Excellente série B. Dans mon souvenir, scénario un peu naze, interprétation cool, Kevin Bacon, si mes souvenirs sont bons. Il me semble-t-il. Et effets spéciaux super cool. Ouais. Il m'avait terrifié, il y avait des photos qui m'avaient terrifié moi quand j'étais môme avec ce film-là. Je me souviens en 88, quand j'avais 9 ans. Voilà. Merde, je donne mon âge à l'antenne. Mais non, vous êtes encore... Moi qui essaye de faire croire que j'ai 27 ans depuis des années. Des années, mais on y croit à mort, hein, c'est Erwan. C'est dans la tête tout ça. C'est dans la tête. Sinon, on commencera donc la semaine prochaine à Nantes, le festival des 3 continents. Donc Thomas va là, non? Je ne comptais pas trop en parler, mais il y aura notamment... il y a un programme de dingue. Il y a un programme de dingue et surtout donc une grosse sélection Choyard qui va proposer une quinzaine de films, y compris des films de la période hongkongaise et du début de la film workshop avec Shanghai Blues et Peking Opera Blues. Et Peking Opera Blues. Et Zoo, The Blade. Voilà. Une fois en Chine aussi. Une fois en Chine, les deux. The Lovers. Ouais, The Lovers. Si vous êtes à Nantes, vous avez l'occasion, allez voir The Lovers, un des 5 meilleurs mélos du monde. Moi, je pense qu'avec Simon Danielou, on va passer quand même 2 petits jours à Nantes pour aller voir donc les films de Choyard parce que des fois, ces films-là en salle, surtout les premiers, c'est très rare. Apparemment, même les Hongkongais étaient surpris de voir qu'il y avait encore des copies de ces trucs-là. Alors, je sais pas, c'est les 35 qui... Je pense que c'est les 35, parce que les DCP, les Hongkongais, sur leur film de patrimoine, c'est pas trop leur priorité, j'ai l'impression, malheureusement. Mais donc, moi j'ai très hâte de voir ça. Je pense qu'on va peut-être même réserver, parce que par exemple, The Blade, qui est une copie de la Cinémathèque, il y aura une séance unique, parce que la copie est apparemment assez abîmée. Pas assez copie de Cinémathèque, donc elle tourne pas des masses dans les autres festivals. Donc, donc ça va être bien. À part ça, il y a aussi sûrement d'autres trucs, mais moi, c'est surtout Choyard. Je crois qu'il doit y avoir 150 films, je crois. Il y a Cinéma Noir, comme ça. Il y a des... Oui, je crois qu'il y a de la Blaxploitation. Enfin, il y a plein de trucs bien, comme d'habitude. Ça a l'air cool. Sinon, dans le rayon des décès, pas des décès des personnalités, mais de magazines, donc c'est la revue Cinémaction qui va sortir son dernier numéro, parce que donc la revue s'arrête, fondée par Guy Nebel dans les années 60, grande revue sur les cinémas engagés, militants et révolutionnaires, qui malheureusement donc passe l'arme à gauche, si on peut dire. Pourquoi? Ils ont plus de thunes? Pas de thunes. C'est le nerf de la guerre, ma chère. La révolution, ça paye pas, malheureusement.
Sinon, dans les sorties de demain, il y a vraiment pas grand-chose, mais 2 films qui vont nous intéresser. Le nouveau long métrage du frotteur en chef Roman Polanski, donc J'accuse sur l'affaire Dreyfus, dont la promo démarre très très mal, hein, on va dire, en catimini. Moi j'irai voir. Ouais, moi aussi, voilà. Je suis pas fan de Polanski le mec, mais je suis assez fan de Polanski le réalisateur, moi, donc. Oui. Et sinon, donc il y a le nouveau film d'un que moi j'aime beaucoup personnellement, qui est James Mangold, donc qui sort Ford versus Ferrari, mais en France, vu qu'on peut pas citer des marques, ça sera Le Mans 66 avec Christian Bale et Matt Damon, qui donc sont les constructeurs de la voiture Ford pour les 24 heures du Mans en 66 contre les bagnoles de Enzo Ferrari, qui donc à l'époque étaient les bagnoles les plus rapides de toute la terre. Un film de tuture, quoi. Voilà, un film de ça va satisfaire ton goût des Fast and Furious et des poursuites en voiture. J'aime bien les poursuites en voiture. Sinon, il y a, à mon avis, pas Rennes, malheureusement, mais la ressortie d'un des chefs-d'œuvre de Sam Raimi, qui est Evil Dead 2, donc qui sort en copie restaurée. Moi, j'aimerais bien pouvoir voir ça en salle, mais à mon avis, c'est pas là voir qu'on va le voir ni au TNV. Check tes mails. Peut-être. Tu n'as pas regardé tes mails ces derniers temps. Non, peut-être. Je travaillais, écoutez, d'arrache-pied. Peut-être que l'année prochaine, peut-être ça pourrait se faire. Peut-être ça pourrait se faire. Coming soon. Je me permets de rajouter, il me semble que c'est le festival du court-métrage de Brest ces temps-ci également. Oui. Donc voilà. Oui, c'est en novembre. Voilà, il me semble que c'est, je sais plus exactement quand c'est, mais ça a commencé aujourd'hui. Ça a commencé aujourd'hui. Bon bah voilà, donc je tombe pile poil. Donc si jamais vous habitez dans la région, vous avez l'occasion de vous y rendre, allez-y, parce que le festival du court-métrage de Brest, c'est toujours très bien. Il y a toujours une très bonne programmation de court-métrage. Ouais, puis à Brest on s'amuse bien. Ouais, il y a plein de groupes de punk. Précipitez-vous. Vous. Voilà. Merci, docteur. Donc c'est compliqué aujourd'hui. Ouais, mais moi je suis un peu, la langue un peu pâteuse. Moi je suis un peu fatigué aussi. Ouais, donc, oui, je bafouille. C'est l'hiver, l'âge. On n'est plus à ce qu'on fait. Vivement la fin de l'année. Le 3e tiers prévisionnel, tout ça qui est dessus. La taxe d'AB, tout ça. Ah oui, c'est bon, je t'ai payé moi. Une histoire terrible, mais il y a mieux. Et donc le mieux, nous allons y parler tout de suite. Donc en parlant. Y venir ou en parler. Faut choisir. Choisis ton corps, mec. Choisis ton corps. Nous allons y venir en y parlant de la blaxploitation. Donc et pour ça, tout de suite, on écoute une petite chanson chantée par Craig Robinson. Oh yeah! Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et c'était Craig Robinson qui chantait Dolemite, reprise du tube Dolemite des années 70, mais là pour le film, le nouveau long métrage de Craig Brewer, Dolemite is my name, film donc diffusé sur Netflix, consacré à Rudy Ray Moore, qui donc est la star de la série de films des années 70 de la Blaxploitation Dolemite, donc et qui est un vieux projet pour son acteur principal, sa star et producteur, donc Eddie Murphy, qui revient de pas de loin, mais donc tous ces derniers films qu'il a enchaînés étaient soit nuls, soit des bides. Il n'avait pas fait de film depuis 2012. Ouais. Après, c'est vrai qu'il a quand même assez capitalisé sur ses franchises qu'il a produites, comme sur Folding, sur Le Flic de Beverly Hills, qui devait devenir une série, puis un nouveau film, machin, nanana. Mais c'est vrai que depuis quand même quelques temps, Eddie Murphy n'arrivait plus à avoir le succès qu'il avait, et tous les projets qu'il avait montés se pétaient plus ou moins la gueule, depuis notamment l'énorme bide en 2002 de son film de SF Plutôt Nash. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ça s'appelait aussi Plutôt Naze. Oui, Plutôt Naze, qui est cette catégorie de films que j'adore, qui sont les films Schmartboost. Donc c'est des énormes blockbusters pétés de thunes où ils font strictement n'importe quoi. Évidemment, au bout d'un moment, ça finit par se voir et ça se plante. Mais j'adore de voir Hollywood qui balance des quantités de pognon industriels pour vraiment des trucs, mais alors n'importe quoi. C'était plutôt sympa. De Ron Underwood, je crois, Plutôt Nash. Oui, en plus, ouais, d'accord. Oui, un esthète, quoi. Ouais, du top, quoi. Du top. Et donc voilà. C'est l'esprit Dolemite. Voilà, il y avait plusieurs choses qu'il avait essayé de faire dans ces dernières années, notamment, je crois que c'était en 2015, c'est lui qui aurait dû présenter la cérémonie des Oscars sous la direction de Brett Ratner, parce que c'est Brett Ratner aussi qui aurait dû réaliser Le Flic de Beverly Hills 4. Donc voilà, il a vraiment de bonnes fréquentations, Eddie Murphy, mais tout ça s'est un petit peu arrêté à cause des accusations de homophobie galopante à l'endroit de Brett Ratner et de Eddie Murphy, mais Eddie Murphy ça l'a jamais gêné puisqu'il a quand même souvent capitalisé là-dessus, notamment dans ses 2 merveilleux one-man shows dans les années 80, Delirious et puis Raw surtout, qui justement... Sachant que c'est un des acteurs américains probablement qui aime le plus se travestir. Oui, qui aime le plus se travestir et porter des costumes en cuir moulant. Et se déguiser en femme. Se déguiser en n'importe quoi, mais sur la question du déguisement, justement, on va y revenir. Et donc Eddie Murphy avec ce
pas semi-biopic, mais centré sur la figure de Rudy Ray Moore, donc qui est un projet qui traîne depuis des années, était très important pour lui parce que c'est un acteur qu'il adore et qui est une de ses grandes références de jeu et de style avec le grand comédien comique noir américain qui est Richard Pryor. Il le dit lui-même, c'est sa grande influence, c'est le mec qu'il a le plus pompé et qu'il a toujours essayé d'émuler à la fois dans ses one-man et dans ses films. Quand il avait 15 ans, justement, il voulait faire des sketchs à la Richard Pryor, donc un peu raconter sa vie mais de manière assez hors de rire, sauf que quand t'as 15 ans et que t'as rien fait de ta vie, du coup tu fais que des blagues sur le prout et puis le caca quoi. Donc du coup c'était un peu limité au fur et à mesure. Après évidemment il a développé son truc. Et Rudy Ray Moore lui est décédé en 2017 et le film lui est d'ailleurs dédié, et c'est un film qui subit l'influence de ses différents créateurs qui sont au nombre de 4, donc c'est-à-dire Eddie Murphy qui est aussi le producteur du film et son acteur principal, son réalisateur Craig Brewer qui est un réalisateur que j'aime beaucoup moi, qui a fait Hustle and Flow en 2005, qui a fait Black Snake Moan en 2009, qui a fait le remake de Footloose, on en a parlé rapidement la semaine dernière, il y a déjà ça 5 ou 6 ans je crois. Je crois que c'est 2011 ou c'est plus tard que ça. 2011-2012 je crois, un truc comme ça. Ouais. Et donc là, je trouve qu'il retrouve enfin un film à sa mesure. Après ces 2 premiers longs métrages qui je trouve sont exceptionnels, pour avoir revu Hustle and Flow hier, je trouve que c'est un film qui tient toujours la route sur un Mac qui essaye de faire du hip-hop à Memphis, qui est vraiment un très très chouette film. Donc il y a Craig Brewer qui est habitué, on va dire, à filmer le milieu noir artistique, ou en tout cas musical, et aussi qui donc subit l'influence de ces 2 scénaristes, Scott Alexander et Larry Karaszewski, qui sont des scénaristes qui seraient plus ou moins spécialisés dans le genre du biopic, un genre très noble et très populaire aux USA, qui est vraiment un genre à part entière quasiment, mais eux ils sont plus habitués à faire des biopics, on va dire, presque par le bas, sur les marginaux, sur les désaxés, sur les parias. Donc c'est eux qui ont scénarisé le Ed Wood de Tim Burton, le Larry Flint de Milos Forman, le Man on the Moon aussi de Milos Forman, et dernièrement ils avaient écrit le Big Eyes de Tim Burton, qui est aussi quand même revient beaucoup sur ces personnages un peu secondaires ou bien un peu passés à la trappe de l'histoire. Et justement en se centrant sur Rudy Ray Moore, qui est un peu le parent pauvre mais quand même ultra cool de la blaxploitation, c'est-à-dire qu'à l'inverse des grands films de l'époque, des films de Larry Cohen, tout ça, des Foxy Brown, des films avec Fred Williamson, avec Pam Grier, là c'était quand même beaucoup moins friqué, beaucoup moins bien produit, parce que c'était vraiment fait avec des bouts de ficelle et avec la bonne volonté des gens qui y participaient. Et donc il raconte l'histoire de ce Rudy Ray Moore là, qui a essayé de faire comique, qui a fait des albums, qui a eu un peu de succès, qui tout d'un coup donc a décidé de se lancer dans le cinéma, où il serait lui-même le héros de ses propres aventures, avec son personnage fictif de Macro qui fait du kung-fu, qui est ultra cool et qui est surviriliste, qui est donc Dolemite, qui va aller péter la gueule à peu près tout ce qui lui passe sous la main. Surtout si c'est des blancs. Surtout si c'est des blancs, évidemment, parce que les blancs sont méchants de façon générale dans les films de la blaxploitation, un peu comme les Guelo dans les films de Hong Kong. Les blancs sont de toute façon les méchants. Et ce qui, je trouve, moi, le feel-good movie de l'année. Ça m'a vraiment filé une patate incroyable. Déjà, parce qu'on retrouve vraiment le Eddie Murphy des grandes heures, où Eddie Murphy, en France, il a peut-être plutôt l'image d'un mec assez sympa qui fait des comédies familiales, les professeurs Folding, la famille Fouille, c'est le professeur Folding, le docteur Dolittle même, dans les versions un peu plus soft de son personnage dans Les flics de Beverly Hills, alors qu'aux USA c'est vraiment une des plus grandes stars comiques qui soit de tous les temps, un des plus gros vendeurs, et notamment donc avec ses 2 one-man shows Raw et puis Delirious, qui sont quand même excessivement orduriers. Pendant très longtemps, Raw a détenu le record du film avec le plus de fuck sur 1h30, je crois qu'il y en a 373, sachant qu'il est seul en scène, hein, donc c'est quand même pas mal. Après il a été dépassé par les affranchis, mais là ils sont plusieurs à dire fuck, donc du coup c'est un peu de la triche. Et donc il a vraiment un personnage assez particulier, d'un mec excessif, ultra ordurier, qui adore les déguisements, qui adore jouer sur les doubles. Ça se retrouve tout au long de sa filmographie, dans Dr. Dolittle, dans Bowfinger, ou même dans Les Plutonages et machin comme ça. Le travestissement et paraître sur se mettre dans des personnages qui sont excessifs et puis borderline, dans lequel justement il va pouvoir déployer toute sa palette de jeux, qui est souvent explosive, on va dire. Et ce qu'on retrouve là-dedans dans le personnage de Rudy Ray Moore, à la fois le perso dans la vie et dans les films, et ce que je trouve que fait Eddie Murphy est vraiment merveilleux. Moi, parce que
j'ai une grande affection pour Eddie Murphy et le fait de le revoir là-dedans, ça m'a fait pour le coup énormément plaisir, d'autant que tout le reste du cast est vraiment au diapason. Donc il y a Craig Robinson qui joue aussi un des acolytes, il y a Chris Rock en second rôle, il y a Wesley Snipes qui est absolument... Il y a Snoop Dogg. Il y a Snoop Dogg, voilà, qui sont tous merveilleux. C'est pour ça que Craig Brewer est très fort dans ses films de manière générale, c'est sur la question des personnages et sur leur évolution et sur l'interaction qu'ont les personnages entre eux. Ce que je trouve un des points les plus chouettes du film et qui participe à ce caractère hyper chaleureux et feel good de Dolemite is My Name. La grande question qu'on peut se poser en regardant à même le film, en fait, c'est quand est-ce que Eddie Murphy... depuis quand Eddie Murphy a-t-il eu un rôle aussi complexe, où on le sent aussi... Ça fait vraiment plus de 20 ans, je pense. Aussi investi. En regardant le film, j'ai un fauteuil pour deux qui me vient spontanément en tête. Tu parlais, même en préparant l'émission, il y a le Bowfinger de Frank Oz, mais qui date de 2002. 99. 99. Oui, et Isergram, non ? Ouais, Isergram, il me semble. Donc voilà, Eddie Murphy n'a pas eu un bon rôle à se mettre sous la dent depuis 20 ans, en fait. Et là on retrouve un comédien, donc... incarné, investi, une superstar. Une superstar, c'est d'autant plus intéressant que si on regarde la structure même du film, c'est un rise and rise en fait. Le biopic, généralement, enfin, de manière un petit peu caricaturale, on aurait pu croire que ce soit un rise and fall, qu'on rentre un peu dans les limbes d'une personnalité un petit peu méconnue ou alors borderline, en marge, tout ça. Ici, pas du tout. On rentre à fond les ballons dans le funk de Dolemite, dans la vulgarité également de Dolemite, et on ne va pas en sortir. Et ça va être une espèce de crescendo jusqu'à une espèce de... Bon, c'est un feel-good movie, donc une espèce de happy end qu'on sera, que, en tant que spectateur, tu sens qu'il est hyper bienvenu. Et en fait, en effet, c'est feel-good, c'est conçu comme un feel-good, et on va dans le concept de ce genre de film jusqu'au bout. Et en fait, c'est vrai que ça fait du bien. Ça garde le fun, quoi. Voilà, ça garde le feu sacré, et ça, c'est hyper intéressant. J'ai lu que le réal avait eu, en tout cas, la carte blanche de Netflix de faire absolument ce qu'il voulait, donc d'où... autant de gros mots, enfin, pour le coup c'est vrai que on est à fond, quoi. Mais je pense qu'aussi Eddie Murphy il l'est dans le sens qu'il revient à la source, quoi. Enfin, tu disais tout à l'heure que c'était quand même une de ses inspirations, Dolemite, donc peut-être ça l'a aussi motivé dans ce sens-là, dans son engagement. Et puis je pense c'est aussi des films, moi ce film m'a fait penser à Man on the Moon, mais en fait j'avais pas vu que c'était le même mec qui avait... Le même scénariste, ouais. Même scénariste. Et en fait, je trouve que ça s'inscrit dans cette veine des films de spectacle, de ces showman un peu en marche, quoi. Et c'est peut-être aussi une volonté de les remettre un peu sur le devant de la scène et puis de les valoriser et de montrer que finalement, ils ont eu un certain impact, en fait. C'est des mecs qu'ils avaient des petites influences, en tout cas... Ça a eu un impact sur des mecs comme Eddie Murphy. Ça a été des cartons, les Dolemite. Ouais, moi, si je peux me permettre, Dolemite, c'est pas important que pour Eddie Murphy. Dolemite, c'est un truc qui est culte dans le hip-hop, hein, Dolemite. Les dialogues sont cités à tire-larigot, même les phases. Il est considéré, on l'appelle le Godfather of rap, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un qui fait du spoken word, en fait, comique, et on retrouve ça dans chez plein de gens, à tel point, on peut même vous dire qu'il y a même un album qui est produit par, un très bon album d'ailleurs, qui est produit par un producteur californien qui s'appelle Ono, qui est rappeur aussi, et qui s'appelle Onomite, et qui est en fait un album qui est entièrement composé de samples de la musique de Dolemite. Voilà, et donc pour vous dire qu'il y a vraiment un album hommage, et je crois que quand on est américain, notamment quand on est noir américain, tout le monde connaît Dolemite. Tout le monde connaît Dolemite. Quand tu es en Europe, c'est un peu plus compliqué. Ça a beaucoup moins franchi. C'est un peu plus compliqué parce que le film n'a pas eu le même succès. J'ai demandé à mon père a vécu à New York, il m'a dit ouais je connais et tout. Enfin c'est quand même assez connu. Un truc qui culturellement a vraiment eu une importance assez énorme. Mais comme beaucoup de films de la de la Blaxploitation, justement, ça a été hyper important parce que puis la BO a été très la BO est assez connue aussi, quoi. C'est ce qu'ils disent à un moment quand justement ils vont voir les producteurs. Oui, nous on fait des films pour les blacks et tout machin. Bah
les Foxy Brown, les Black Caesar, tout ça, mais là on va faire encore un autre film pour une autre communauté noire, quoi, qui est pas celle qui va voir les films de la Gloire, qui sont un peu respectables parce qu'ils sont un peu friqués, ils sont un peu écrits et faits par des blancs surtout. Là, ce qui est intéressant, c'est aussi dans le point de vue, c'est ce rapport donc à la marginalité. Pour rebondir sur ce que disait Carla, Eddie Murphy veut un peu revenir en fait aux sources de ses influences, donc Dolemite. Mais ce qu'il faut savoir, et le film nous le montre dès le départ, c'est qu'en fait Dolemite, il y a une espèce de mise en abîme sur ce retour aux marges, ce retour limite à la rue, parce que Dolemite est lui-même influencé par une personne, on va dire un SDF en fait, qui va limite plagier, c'est même pas limite, qui reprend sans scrupule. C'est prendre les mots de la rue justement pour lancer sa carrière. Mais voilà, il l'enregistre d'ailleurs, il va aller voir et il les paye en fait, et il les fait boire pour récolter. Il raconte et puis après il réécrit par dessus. C'est vraiment, c'est pour le coup, c'est comme dans l'hip-hop, c'est prendre la parole de la rue pour la retranscrire. Mais voilà, ce qui est à la fois du plagiat et ce qui en même temps est finalement dans une quand il fait ça, en fait, il est dans une démarche qui est pas si éloignée que ça de ce qu'ont pu faire certains mecs avec la folk ou avec le blues dans les années 50-60, quand ils sont partis enregistrer des trucs parce qu'ils savaient que ça allait disparaître sinon. Ils savaient que si on n'allait pas enregistrer tel mec qui avait jamais enregistré de disque ou machin de trucs comme ça, il y aurait aucune trace. Oui, c'est prendre le folklore de la rue. Voilà, donc il y a aussi cette idée, alors je pense pas que le personnage le voit comme ça, mais il y a aussi cette idée de effectivement de porter la culture populaire noire américaine avec un spectre beaucoup plus grand. Ouais, parce que moi j'ai pas trouvé que le film, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une absence de discours politique. Ah non, c'est pas un film politique. Non, mais à aucun moment la question. Il y a vite fait à un moment donné ce scénariste qui veut faire un film social, mais il est vite évincé. Un auteur de théâtre que je vais par. Alors par contre, il y a quand même des traces alors déjà d'une part pour moi il y a quand même toute cette filiation alors là on sent Brewer, moi, je trouve vraiment dans ces moments, c'est-à-dire la filiation justement entre les clodos dans la rue, Rudy Ray Moore, Dolemite et le hip-hop, la rencontre avec le gamin à la fin. C'est à mon avis, ça veut vraiment dire ça, quoi. Donc déjà il y a cette idée que de la mutation perpétuelle de la culture noire et de la revendication de cette mutation. Donc ça déjà pour moi c'est assez politique. Et puis il y a aussi tout le truc sur le passé de Rudy Ray Moore et notamment les rapports avec son père, quoi, qui sont pas montrés mais qui sont montrés par le biais d'une photographie. Et il y a cette espèce de détestation du Sud, de détestation du mulâtre. Exactement, ce mec qui veut pas être le noir, le noir caricatural, l'oncle Tom. Voilà, l'oncle Tom exactement, et qui veut devenir quelqu'un, quoi. Mais pas quelqu'un en tant que quelqu'un à la fois en tant que noir et en même temps en tant que personne, tout simplement. Oui, parce que Brewer en fait jamais ne stigmatise son héros en disant voilà, t'es un salopard parce que t'as littéralement plagié la rue. Non, c'est plus une forme d'hommage, et après ça, on va voir que cet hommage en fait va se développer dans la carrière de Dolemite puis d'Eddie Murphy, si on prend un peu cette logique de mise en abîme. Mais jamais Brewer va juger son personnage. Il va dire voilà, c'est comme ça, c'est un fait, il a fait comme ça, et puis après il juge beaucoup plus le réalisateur. Pardon ? Il juge beaucoup plus le réalisateur qui est interprété par Wesley Snipes. Oui, qu'on fait bien des caisses en plus. Ah ouais, qu'on fait des caisses. Mais pareil, ça fait plaisir de voir tous ces. Mais finalement, c'était sans que ça soit péjoratif, c'est un film de has-been. C'est un film sur un has-been joué par des gens qui aujourd'hui, moi, sont des gens que j'ai connus quand j'étais, qui sont des gens qui ont peut-être pas nourri mon adolescence, mais qui sont des gens qui étaient là, même Chris Rock, quoi, tu vois, et qui sont aujourd'hui des gens qui ont quasiment disparu des écrans, quoi. Qui sont des gens qui n'existent quasiment plus. Moi, j'ai trouvé qu'à travers ce film, il fait une sorte de mythologie du nanar, quoi. Enfin, un petit peu du système D aussi. Ouais, et puis de l'enthousiasme. C'est-à-dire ces gens, parce qu'en fait, c'est ça le truc. Il y a une forme de naïveté, même ce mec-là qui se dit je vais faire un film, et à aucun moment il pense qu'en fait, il va falloir payer pour faire aussi le montage. Bah oui, il comprend pas les termes techniques. Mais c'est presque du Capra, en fait, à certains moments. C'est-à-dire cette croyance, et que ça, c'est très américain, je trouve, cette espèce de croyance dans l'optimisme, quoi. C'est vraiment l'optimisme américain qui est capable de déplacer des montagnes. Et même si c'est pas génial, même si le résultat est pas génial à la fin, ce qui compte, c'est le processus qui a mené à ce résultat-là. C'est aussi comment ils essayent de s'inscrire aussi dans cette production cinématographique. À un moment, il y a une référence qui est faite à John Cassavetes. Je sais plus ce qu'ils disent exactement, mais c'est vraiment. Et que le mec, il est prêt à vendre tout pour faire ses films. C'est ça, ouais. Ouais, et quelque part, mais. Et ils s'inscrivent en fait dans cette veine-là, cette volonté en fait de se dire, mais lui aussi, c'était un précurseur. Enfin, je veux dire, il a fait des disques de ses comédies là, de ses shows. Ensuite, il a décidé de faire un film. Et en fait, comme tu dis, c'est une forme d'enthousiasme.
enthousiasme. Mais c'est aussi une époque en fait où je pense que c'était tout à fait possible de le faire. Bon, fallait trouver les moyens. Il y a quand même des trucs dans le film qui sont assez parcellaires sur le vrai Rudy Ray Moore et qui, je pense, là pour le coup, sont le fait de Eddie Murphy. C'est-à-dire que Rudy Ray Moore jouait ce gros macho qui pose à poil avec des meufs aussi à walper qui sont pochettes magnifiques, d'albums sont comme géniales. ça. Les pochettes d'albums sont géniales. Mais en fait, c'était plus pour cacher le fait qui était quand même pas super bien. Mais à l'époque, il était gay. Oui. Que Rudy Ray Moore était gay et je pense que vu l'homophobie, il n'y a pas d'histoire d'amour dans le film. L'homophobie quand même ultra galopante oui, de Eddie Murphy, je pense que c'est lui-même qui a voulu passer ça un peu à l'as parce que... je pense aussi que l'homophobie, malheureusement, notamment dans les milieux du hip-hop et dans la communauté noire américaine, malheureusement, je pense qu'il y a aussi ça. C'est le fait d'avoir peur de se mettre à dos, justement. Mettre à dos. C'est le cas de le dire, ce qui est un peu bête d'ailleurs parce qu'en fait finalement Antonin me racontait ça tout à l'heure au cinéma, je trouve tout à fait Antonin du cinéma est mort, hein, donc il me disait qu'il avait l'impression que c'était comme un film des années 50 comme ça où on devine l'homosexualité du personnage sans qu'elle soit dite. Et le fait qu'il ait un pote, et ça passe par des billets, le fait qu'il ait un pote à lui dont on comprend au bout d'un moment qu'il est gay, sans qu'on sache s'ils ont une relation ensemble ou non, la relation qu'il a avec Lady Green, qui est d'ailleurs interprétée par une actrice que moi je connaissais pas, qui est incroyable, qui a un charisme et puis qui porte sur elle toute la douleur de la femme noire, il y a un moment qui est vachement touchant, c'est quand elle le remercie à la fin et qu'elle lui dit qui vont à la première du film. Qui vont à la première du film et qu'elle dit mais moi j'ai jamais vu quelqu'un comme moi parce qu'elle est noire, c'est une femme, elle est fort plantureuse et du coup elle a pas un physique de cinéma. Pareil, la scène où ils vont voir The Front Page, ça c'est génial cette scène-là. La scène où ils vont voir The Front Page de Billy Wilder, si mes souvenirs avec sont Walter Matthau et Jack Lemmon. Donc une comédie de blanc. Une comédie de blanc avec de l'humour de blanc et ils comprennent pas du tout. Ça les fait pas rire du tout. Je comprends pas. Et ils comprennent pas du tout ce qui se passe. Et ça c'est génial. Ça c'est génial cette scène sur le décalage culturel et ça c'est assez politique aussi. Sur cette segmentation culturelle justement entre les noirs et les blancs. Je veux dire. Il n'y a pas de parole. Non, c'est pas un film militant, par contre, ou engagé. Non, c'est pas. Mais c'est vrai que bon. Mais ils oublient pas ça quand même. Ils oublient pas cet arrière-plan quand même. Mais c'est ce que rien que le fait de dire qu'il y a une black exploitation, déjà c'est politique. Mais c'est ce que Brewer fait dans tous ses films, que ce soit dans Black Snake Moon ou dans Sullen Flow, c'est la même chose. Il n'y a pas de discours qui serait volontariste sur la condition des Noirs américains dans les années 70-2000, mais c'est toujours présent en filigrane sur la question de l'héritage de l'esclavage, sur la ghettoisation de la culture noire justement. Donc elle a été ghettoisée dans le hip-hop, elle a été mise au cinéma aussi dans des films de genre qui sont très précis pour un public précis, mais elle a mis énormément de temps. Je ne sais toujours pas si c'est le cas, excepté pour le hip-hop, qu'elle soit allée dans un univers plus large, quoi. Et encore, le hip-hop, ça a pris du temps aussi par des biais très souvent détournés. Mais de toute façon, c'est un des gros questionnements. Enfin, bon, je vais pas m'étendre là-dessus parce que moi, je pourrais en parler pendant 3 heures, mais c'est un des gros questionnements de la culture américaine et du rapport justement de la culture noire américaine. C'est que la culture noire américaine a passé son temps à infuser la culture américaine et en même temps, la plupart des artistes, et d'ailleurs, il y a une scène dans Dolemite qui montre bien ça, les artistes ont passé leur temps à se faire dépouiller de leurs royalties et de leur propriété intellectuelle par des producteurs blancs. Dans le blues, dans le jazz. Voilà, dans le blues, dans le jazz, dans le rock. Faut pas oublier que des groupes comme les Beatles, comme Led Zeppelin, c'est des groupes qui ont joyeusement pillé, sans payer aucun droit, des partages de blues, ce qui n'enlève rien d'ailleurs à leur talent respectif de groupe. Et Little Richard se sont fait baiser comme ça pendant des années et des années. Et quand Chuck Berry a eu enfin le pouvoir, là par contre, il les a fait payer mais au centuple, quoi. Ah bah oui, non mais voilà. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de truc aussi de ce peuple, de cette partie noire de la population américaine qui est c'est énoncé clairement. Voilà, et qui est aujourd'hui, et c'est ça aussi, c'est qu'aujourd'hui en 2019, on n'est plus dans les années 60, on n'est même plus dans les années 50, c'est-à-dire qu'en 2019, ce qu'on reçoit de la culture américaine, les racines noires de la culture américaine sont, à mon avis, beaucoup plus importantes aujourd'hui dans la culture de masse, dans la pop culture, que ce soit le basket, que ce soit la chanson, que ce soit le cinéma, que ça l'était dans les années 50, où c'est le moment où ça commence à naître, justement, où c'est le moment où on commence, où les Blancs commencent en fait à écouter ce que font les Noirs, tout simplement. Et c'est quand les Blancs commencent à aller à Newport écouter Duke Ellington que les Blancs se rendent compte que cette musique n'est pas faite que pour les Noirs, et qu'en fait c'est une musique qui est beaucoup plus universelle que ça. Il y a
un jeu sur 2 motifs qui est assez intéressant et qui est à mettre en parallèle avec la séquence donc du coup des producteurs où au début les producteurs ne sont pas très... On spoil un peu le film quand même, mais où les producteurs ne sont pas très intéressés à la base et puis voyant un petit peu le succès plus du tout confidentiel qui se passe notamment dans l'Indiana, du coup ils commencent à être intéressés par le succès. Dolemite du coup va leur faire cracher. Ils font un deal, mais bon il va quand même rester maître de son projet. C'est le rapport en fait qu'il y a avec le médium, avec le matériau artistique. Il faut se rappeler que le premier plan du film en fait c'est un vinyle et il y a le motif extrêmement intéressant de la lumière du cinéma de la du projecteur, merci, qui joue en fait comme une espèce d'épiphanie ou comme une apparition à Dolemite pour retravailler un petit peu son spectacle et proposer un discours un petit peu plus large. Et en fait, voilà, le film dit clairement l'industrie va nous arnaquer complètement. Et qu'est-ce qui va finalement réussir à ce qu'on se sente bien? C'est le discours de Queen Bee à la fin, à la fois émotionnellement, humainement et en même temps artistiquement avec la grande célébration finale. C'est vraiment l'art au sens premier du terme, au sens noble du terme. C'est-à-dire que l'industrie, il ne faut pas compter sur eux pour proposer un champ artistique qui puisse plaire au plus grand nombre. Faut prendre des risques aussi. Alors, il faut prendre des risques, mais surtout produire et vraiment ne pas se soucier des codes industriels. Il faut vraiment produire et faire ce que tu aimes. Et ce qui donne finalement le film Dolemite, qu'avec le doc on a vu donc de 75, qui voilà, c'est un nanar. Faut pas se mentir, le film est un peu chiant. Il se soucie même pas des règles cinématographiques. Mais c'est un film qui pue la sincérité. Et est-ce que c'est pas là l'essentiel? Et puis surtout, c'est assez malin parce qu'en fait, le mec utilise la blaxploitation qui est quand même un cinéma de niche où on pourrait voir ça comme une vision très raciste justement de la division par public dans le cinéma. Et justement, c'est en fait la blaxploitation, c'est en fait la petite porte qui lui permet de faire ce qu'il veut faire, ce qui fait que finalement en fait il agit comme une espèce de contrebandier, un contrebandier qui est pas d'un grand talent, quoi, je veux dire artistique, mais qui a cette espèce d'optimisme qui pousse, et puis surtout il entraîne tout le monde, quoi, cette espèce d'effet de troupe, quoi, comme ça, qui fonctionne très bien. C'est le triomphe de la volonté. Je sais pas si c'est le triomphe de la volonté, je sais pas si c'est le bon moment pour mettre ce genre de citation, mais voilà, et moi je trouve que justement tout ce que tu disais sur la mise en abîme, le fait que ça soit aussi en fait un commentaire sur la propre carrière d'Eddie Murphy, ce film, puisque c'est l'histoire d'un gars qui veut être connu et qui va être connu, et puis après qui est plus connu. Et tout ce truc sur le stand-up dans la première partie du film, avant qu'on passe au film de Dolemite lui-même, c'est évident que, et là on sent le plaisir, quoi, d'Eddie Murphy à refaire du stand-up pour de faux, en fait, quoi. Et je trouve que je comprends que ce soit un sujet qui porte depuis longtemps, parce que il y a vraiment un truc avec sa propre carrière à lui, assez émotionnel. Mais comme avec Man on the Moon et Jim Carrey, tu sens qu'il y a ce même cette espèce de même connexion, en fait, intime entre les deux personnages, quoi. On pourrait faire un petit commentaire aussi sur la direction artistique globale du film, qui est plutôt pas mal, qui est plutôt bien foutu. Alors on sait que Netflix a un cahier des charges en termes Netflix qui est toujours un peu derrière, photographie notamment, donc qui est un petit peu emmerdante parce que voilà, une standardisation de la chose que le film lui-même dénonce, donc du coup voilà, c'est un petit peu mi-bon mi-con, tu sais pas trop sur quel pied danser. Néanmoins voilà, la BO est incroyable, incroyablement mortelle, les costumes et tout, ça c'est à chier. Et le petit magasin qui est hyper le petit magasin qui était hyper célébré à l'époque, mais le vinilier le vinilier là où bosse Rudy Raymour et où Snoop Doggy Dogg officie en tant que DJ, tu vois la cabine au fond et tout, putain quel plaisir. Non mais il y a un beau travail là-dessus, quoi, même malgré la patine Netflix. Ça va, moi je trouve il y a un bel effort en fait. Ça s'oublie assez vite. Donc vous l'aurez compris, c'est Dolemite Is My Name de Craig Brewer, Get Drunk, Get Funk, on pourrait dire. Petit plus pour le smile d'Eddie Murphy. Et franchement, si vous aimez Eddie Murphy, regardez le film, parce que là il joue vraiment, ça faisait longtemps moi que je l'ai pas vu jouer aussi bien, quoi. C'est-à-dire être capable de pas être que dans la bouffonnerie, il y a plus de coups, et pas être que dans la bouffonnerie, quoi. Être dans, et puis assumer son âge, dans l'autodérision aussi par rapport à ses bourrelets. Voilà, assumer son âge, assumer son. Il est quand même beaucoup plus beau que le vrai Rudy Raymour, qui était bien dégueulasse. Mais il le fait bien. Il y a des moments où il le fait carrément bien. Donc on va devoir s'arrêter là. Donc c'était, je répète, Dolemite Is My Name de Craig Brewer, disponible sur Netflix. On va rester dans un mood un peu sexy et funky. On va parler d'adultes dans une pièce. Donc tout de suite un petit peu de musique de film d'adultes. Don't let the
Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et c'était TG Stone avec Deeper and Deeper. L'ambiance devient chaude. Tout un programme. Extrait de cette merveilleuse On se compilation sent plus adulte. Porn Groove, donc compilation de musique à caractère pornographique pour adultes des années 70. C'était Ah oui. absolument merveilleux. Donc, car de films d'adultes, il va en être question dès à présent avec De pornographie politique. avec le nouveau long métrage donc de Costa Gavras, Adults in the Room, adapté du livre de Yanis Varoufakis, Conversation entre adultes dans les coulisses secrètes de l'Europe, qui était paru en 2017. Et donc Yanis Varoufakis, c'est qui ? Eh bien, comme il irait sur France Culture, c'était le ministre charismatique et influent de la Grèce durant l'année 2015, durant le premier gouvernement de Alexis Tsipras. Ministre de l'économie. Voilà, exactement, donc ministre des Finances et de l'économie, et qui donc était empêtré dans la dette grecque depuis 2008. Et donc la Grèce est d'ailleurs encore endettée dans cette dette calamiteuse, et donc ils ont pris plein leur gueule. Et donc ça raconte justement les mois où Yanis Varoufakis a passé en tant que ministre des Finances, et c'est une négociation notamment avec l'Eurogroupe et la Troïka européenne durant toute cette année 2015, et donc on assiste à une succession de rendez-vous et de sit and talk entre les ministres grecs et les ministres de l'Eurogroupe pour justement... C'est un film que Costa Gavras avait envie de faire depuis longtemps, pas forcément sur Varoufakis, mais sur la Grèce moderne, parce que lui-même il est grec d'origine, et sur la grecque depuis 2008, mais il ne savait pas vraiment sous quel angle l'aborder. Et le bouquin de Varoufakis lui justement permis de trouver un angle assez intéressant et en tout cas assez hargneux. Assez ardu aussi. Assez ardu justement. Aussi, parce que il faut quand même un peu connaître. C'est un peu comme le traître la semaine dernière. Hein, c'est mieux si vous vous intéressez quand même. Voilà, hein, sinon c'est et donc Costa, c'est un réalisateur qui est assez coutumier des films politiques, notamment des grands films des années 70 avec Z et puis L'Aveu. Même si ces derniers films des années 2010 comme Le Coup Près, comme Eden à l'Ouest ou comme Le Capital étaient, je trouve, très très en deçà des choses qu'il a pu faire avant. En même temps, le garçon est plutôt jeune. Pour moi, son dernier bon film c'était Amen. Amen en 2002. Et donc là, justement, il retrouve quand même une certaine hargne, à la fois, je pense, parce que ça touche des choses vraiment personnelles à lui, du fait de ses origines et de l'humiliation incroyable qu'a subi la Grèce durant toutes ces négociations de l'année 2015. Et Gavras voit lui-même le film comme une tragédie politique, donc évidemment, tragédie grecque ancienne, tout ça, machin, blablabla. Et lui, ce qui l'intéresse vraiment, c'est de filmer les discussions et les discours entre ces hommes politiques dans lesquels le peuple est totalement absent. C'est un peu une matière abstraite, le peuple, et ce seront que des technocrates, soit des vieux de la vieille du retard de la politique européenne, soit des genres de playboy un peu charismatiques comme Varoufakis qui vont mettre en parole les propos du peuple, ou non d'ailleurs. Moi, je trouve, moi qui suis assez amateur de Costa Gavras, je trouve que c'est plutôt du bon Costa, personnellement. Déjà, moi, j'avais un peu plus peur que ça sur ce film-là. Moi aussi, j'avais On dirait que tu parles d'une bouteille de vin. Non, mais j'avais aussi un peu peur du côté un peu plat ou un peu lisse. Non, il renoue vraiment avec ce que, à mon avis, il fait le mieux, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le film dossier, quoi, en fait. Hein, c'est-à-dire, il prend un sujet et il va. C'est des grands dossiers. Voilà, il va étaler toutes les dimensions de ce sujet-là. Et je trouve même si le sujet est ardu, il se dépatouille pas trop mal, même plutôt bien, parce que déjà d'une part il a un super casting, je trouve, notamment la partie grecque du casting qui est vraiment impeccable. Hein, les acteurs sont vraiment, et l'acteur qui joue le ministre est vraiment les deux quoi, qui jouent Tsipras et puis Varoufakis sont vraiment très très bien tous les deux. Tu crois vraiment à ces deux personnages-là. Et puis aussi parce que finalement il nous montre que il a pas trop perdu la main en termes de mise en scène. J'ai même été très content de retrouver certains tics de réalisation assez typiquement Costa Gavriens, notamment le goût des répétitions par le montage, qui est quelque chose et par la musique. Voilà, par la musique, et qu'on trouvait déjà dans Amen avec les plans récurrents sur les trains qui circulaient, et qu'on trouvait dans Z avec l'interrogatoire des généraux à la fin du film. Enfin, qui est quelque chose qu'il a toujours beaucoup fait. Enfin, il y a toujours une scène dans les films de Costa Gavras où en fait il va répéter soit les mêmes paroles, soit les mêmes
mêmes actions. Et là, on est vraiment dans un film de répétition, puisqu'en fait, c'est des négociations qui n'avancent voilà, pas. c'est des négociations qui n'avancent pas. Et qui n'avancent pas parce que, en fait, la négociation est biaisée dès le départ, puisqu'en fait... Ils ne veulent pas de négociation voilà, au gros groupe. Les autres, alors ça, après ça, j'imagine c'est le point de vue de Varoufakis. Voilà, aussi, exactement, c'est le point de vue de Varoufakis. C'est cette idée, mais qui est peut-être pas totalement fausse, que cette gauche radicale qui est élue en Grèce, c'est une anormalité pour le reste de l'Europe néolibérale. Et donc le but du jeu n'est pas tellement finalement l'objectif n'est pas du tout de sortir la Grèce de sa crise économique. C'est de le faire repasser à droite. L'objectif, c'est de mener une guerre d'usure pour faire céder Tsipras et son gouvernement et voire les faire tomber. Donc finalement on est dans une version soft de Z, là où dans Z ça se passait par le meurtre, par la violence, là maintenant ça se passe par la pression amicale. Le coup d'État n'est plus le même, voilà. C'est beaucoup plus insidieux. Voilà, c'est un coup d'État c'est un coup d'État néolibéral, parce que c'est ça dont il s'est agi, de toute façon avec la Grèce, ça a vraiment été un pays qui a été mis sous tutelle pendant 10 ans et qui l'est encore par l'Europe. Quand il y a une crise, le capitalisme s'accommode très bien avec le fascisme. Faut jamais l'oublier. Alors là, c'est pas tellement. Là, justement, c'est ça le pire, c'est que c'est même pas du fascisme. C'est de la bureaucratie. C'est ça. Il y a des moments d'ailleurs. Il y a des moments moi qui m'ont fait penser à Brésil. À la fin du film, Tsipras passe par une porte et sort dans une espèce de couloir super long avec une profondeur de champ très grande où il a l'air complètement perdu. Moi, j'ai pensé à Jonathan Pryce dans Brésil. C'est sur la fin du film, en fait, on a une bascule de point de vue. On passe du point de vue de Varoufakis pendant les 3 quarts du film, et à la fin, quand justement, c'est un peu ça commence par une élection, ça termine par un référendum. Voilà, au moment du référendum, il y a une bascule. Du coup, le film passe du point de vue du Premier ministre, où là justement, on va entrer dans un univers qui est sans parole. Et qui est quasiment onirique. Qui est très onirique et qui est beaucoup plus comme un ballet sur une musique grecque, justement. Qui est très belle scène finale. Un genre d'amphithéâtre, de tragédie. Très très belle scène finale. Et vraiment, voilà, moi j'ai trouvé, alors même si la mise en scène, on va dire, est relativement discrète, à part quelques effets de montage, je pense à une scène notamment où il passe en bagnole dans les rues d'Athènes, et en fait on a des flashs très très courts, des vitrines en fait avec marqué à louer, à vendre, fermé, etc. Là vraiment pour moi, là on est vraiment dans du Costa, quoi. Mais c'est vrai que sinon, je trouve qu'il se débrouille très bien avec ses scènes en intérieur, Costa Gavras. Je trouve qu'il est vraiment, notamment il y a des moments, quoi, je veux dire, où d'une part la qualité de l'interprétation des acteurs et d'autre part cette mise en scène qui est au service justement de leur interprétation. Il y a des moments, enfin moi je me suis demandé à plusieurs moments dans le film, mais quand est-ce que Varoufakis va se lever pour en coller une au mec d'en face? Parce que tu sens là, il arrive très bien à faire passer cette espèce d'agacement, c'est-à-dire que tu sens que il prend sur lui, quoi, le mec, quoi. Il prend sur lui pour pas se barrer, en fait, parce que les autres, en fait, il comprend très vite que les autres en face, de toute façon, n'ont pas du tout l'intention de l'aider. Ils sont là pour lui mettre des bâtons dans les roues. Et à partir du moment où ils sont là pour lui mettre des bâtons dans les roues, c'est non tout le temps. C'est des espèces d'absurdité dialectique où tu dois choisir entre quelque chose d'horrible et quelque chose d'horrible. Enfin voilà, et effectivement ce peuple qui est complètement absent, ou quand il apparaît, on se pose des questions sur est-ce qu'il est assez intelligent pour prendre des décisions, quoi, ce peuple, quoi. Et ce côté laissez-nous faire, tout va bien, qui malheureusement est un petit peu la norme aujourd'hui. Dans le discours qui est dit en politique européenne, à un moment, je crois, je sais plus si et en politique nationale d'ailleurs, italien, un truc comme ça, qui dit, il rappelle qu'ils sont quand même élus par le peuple grec. Il fait oui, mais le peuple élit n'importe qui de toute façon. Donc vous avez aucune légitimité quasiment pour aller parler à l'Eurogroupe et vouloir défendre votre pays contre l'intérêt supérieur de l'Europe. Avec tout un tas d'histoires par rapport aux règles, de qui a le droit de parler, de qui a le droit de virer quelqu'un de la salle ou pas. Enfin, avec des histoires de statut. Bon, moi j'avoue que je suis pas un spécialiste de la politique européenne, mais moi j'avoue que c'était assez passionnant à regarder. C'était assez passionnant à regarder. Toi, tu avais des réserves un petit peu sur certains moments. Ouais, en fait, justement, c'est sur la forme des fois. Notamment, je trouve que la photo est quand même souvent assez passe-partout, quoi, assez terne. Alors que j'aurais moi voulu, comme dans certains de ces films, Amen notamment, où je trouve qu'il y a vraiment une photo qui colle avec son sujet. Et là, je trouvais ça un peu terne. Après, peut-être que si ça colle avec le fait que c'est que des mecs relous en costard qui parle pendant 3 plombes dans les discussions, mais ça manque, comme je trouve, un peu de mais il y a des scènes force. Je trouve qu'il y a des scènes genre cette scène par exemple très étrange où on ne sait pas si c'est un rêve ou de la réalité, cette scène dans un restaurant où il est en train de dîner avec des amis, tout d'un coup il y a des dizaines de personnes qui s'amassent devant la vitrine et qui le regardent sans rien dire et puis qui s'en vont et qui se barrent.
Et je trouve qu'il y a des espèces de scènes métaphoriques comme ça, des scènes qui rappellent un peu l'exercice de l'État d'ailleurs, c'est assez marrant. Mais qui aurait pu pousser plus loin, le film de Pierre Scholler. Ouais, ça rappelle un petit peu cette espèce de vision de la politique où au bout d'un moment l'inconscient du personnage finit par investir à l'état de veille la réalité crue et pragmatique qu'on est en train de nous exposer. Et je trouve qu'il est un petit peu dans cette voie-là. Mais après, voilà, moi je trouve que ça fait du bien de voir un film politique de temps en temps. Tu vois, enfin, même s'il est franco-grec, enfin, s'il est plus grec que français, mais de voir un film sur là aujourd'hui, sur des trucs qui sont passés, sur des trucs qui sont passés il y a 4 ans, qui est quelque chose que le cinéma français, moi je trouve, a toujours beaucoup de mal à faire actuellement. Et Costa Gavras, pour moi, c'est un des seuls. En général, on les fait longtemps après. Voilà, pour moi, c'est un des seuls en France à avoir été capable dans les années 70 et même encore aujourd'hui de parler de ce qui se passe aujourd'hui et d'en parler, je trouve, de manière je dirais pas dépassionnée, mais de manière clinique. C'est peut-être pas jusque clinique parce qu'on sent quand même beaucoup d'empathie quand même vis-à-vis du personnage principal, mais de manière assez lucide, voilà, de manière assez lucide. Et je trouve que voilà, moi voilà, et quand on sait quand même que c'est quand même un notable du cinéma français, hein, Costa Gavras, c'est le président de la Cinémathèque. Voilà, c'est le président de la Cinémathèque. Je trouve que son film, pour un président de Cinémathèque, donc dépendant des subventions publiques françaises, je trouve que la manière dont il représente les Français, notamment dans le film, je trouve que Pierre Moscovici, c'est une belle petite merde. Ouais, c'est une belle petite merde. Michel Sapin, c'est un beau petit hypocrite de mes deux. Voilà, c'est ça. Et avec une agressivité néolibérale qui est, je trouve, qu'il filme avec un très grand plaisir, quoi. Cette morgue néolibérale qui considère les Grecs comme des espèces de paysans mal lavés. Qui méritent même pas qu'on de venir à la table des négociations pour parler, quoi. Et c'est bien vrai. On va devoir s'arrêter là. Je suis désolé. Donc c'était Adult in the Room, nouveau long métrage de Costa Gavras actuellement dans vos salles. Rapidement, les coups de cœur, Dr Erwan. Donc moi, ce sera Le Sorgho Rouge, premier film de Zhang Yimou, donc cinéaste un petit peu franchement décrié aujourd'hui, mais qui a eu aussi une première période dans les années 80-90 où il était le chouchou des festivals. Donc son premier film, Le Sorgho Rouge, moi je l'avais jamais vu, j'en avais entendu parler et c'est pas mal du tout. Carla, après Thibaut, parce qu'on a le même, mais Carla. Donc moi ce sera 2 expositions que j'ai vues à Paris. Donc la première c'est Nous les arbres, c'était à la Fondation Cartier, c'était très bien, il y avait beaucoup de dessins et ça fait plaisir de voir une exposition de dessins. C'est pas souvent. Oui. Ouais, en tout cas moi ça faisait un moment que j'en avais pas vu. Et c'était très bien. Et sinon, forcément, parce que c'est trop bien ce qu'ils font, l'exposition Zineb Sedira au Jeu de Paume qui s'appelle L'espace d'un instant et qui fait tout un travail sur la question de l'archive et de l'archive cinématographique. Gal. J'étais pas prêt. Je sais. Du coup, moi, ce sera un bouquin pour Caroline Forest et Eric Zemmour, Féminisme islamique. Donc, un recueil de textes de différentes chercheuses en sociologie, de théologiennes aussi, sur le Coran, qui cassent beaucoup de visions et qui permettent de montrer en quoi le Coran était une religion. Enfin, l'islam était une religion révolutionnaire à l'époque qui a été complètement dévoyée par le patriarcat et la société dans laquelle elle est apparue. Justine, ma chère, donc notre nouvelle intérimaire que vous entendrez plus dans les semaines à venir. Oui, alors vous avez aimé des choses. J'ai un gros coup de cœur, c'est L'Incompris de Luigi Comencini qui est disponible sur Arte jusqu'en janvier, je crois. J'ai encore 2 ou 3 de DVD, le Sous Blister si tu veux, j'ai jamais vu. Ça fait chialer. C'est un super beau mélo, c'est un super beau film. Sur le deuil d'un enfant. Ouais. Et j'ai un deuxième coup de cœur. Ça n'a pas commencé. Très vite. Et c'est Chris dans Les Sopranos. Ah, excellent. Et nous, donc, mon cher Carrément Flora et moi, c'est le même. C'est la fin d'une émission qui nous a bercé pendant des années et des années. Je vous laisse le dire, mon cher. Oui, Opération Frisson. Merci Yannick, Yannick Dahan, d'avoir été un allié pendant toute ma post-adolescence, mon arrivée à la fac de ciné,
mes doutes quand j'ai changé de fac, tout ça, bon voilà. Voilà, c'était la dernière, le crossover, Opération Frisson et le Grand Frisson, c'est passé ce week-end, ça dure 55 minutes, c'est disponible sur le site de Canal et un peu partout sur Internet maintenant. Sur YouTube aussi. Une fin absolument merveilleuse et grandiose qui m'a presque donné les larmes aux yeux, c'était vraiment très très beau. Effectivement, merci Julien, merci Yannick. Une partie de ma vie, de ma cinéphilie qui s'en va. Exactement, moi pareil, c'était très beau. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, prochaine émission, prochaine édition. Merci à toutes et à tous, merci à Gala Technique et à ciao, bonsoir. Salut. Ciao. Salut.